Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons de recherche universitaire, nous parlons de coaching vocal, nous parlerons de Zist, une revue littéraire, nous parlons aussi de Theta Healing. Vous êtes sur Zitata, merci, restez là. Femme. 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 Voilà, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir deux femmes formidables. Il y a Dominique Aurélia à ma droite. Comment ça va, Dominique? Bien, très bien, merci. Merci d'être là avec nous sur ce plateau de Forme. Et il y a Nathalie Bélance. Comment ça va, Nathalie? Ça va très bien, merci Ça va Barbara. Très bien. Merci bien d'être là, mesdames. Je vais vous demander de vous présenter. On commence par qui? Nathalie, pourquoi Nathalie. Eh bien, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir à vous mesdames. Donc, je suis à la fois une thérapeute, coach et coach vocal. Et je suis également praticienne et instructrice en Theta Healing. Donc, mon objectif, en fait, c'est d'aider des personnes à optimiser leur potentiel et puis se libérer de leurs nombreux blocages limitants. Non, mais qui es-tu, Nathalie? Ça, tu nous as dit ce que tu fais. Voilà. Alors, qui je suis? C'est comme si tu me disais, j'ai une voiture de marque Peugeot ou bien Ford, mais qui es-tu? Qui suis-je? Qui es-tu? Ah, c'est c'est ça une qu'on veut sacrée d'abord question. savoir. Alors, je suis une femme martiniquaise qui... je m'identifie comme quelqu'un qui aime sa liberté, qui n'aime pas les limites, et d'ailleurs qui n'a jamais accepté qu'on puisse lui dire qu'elle avait des limites. Donc, je suis toujours en train de chercher... Et quelqu'un t'a déjà dit ça? De façon indirecte, voilà, exactement. Dans quel domaine, par exemple, quand tu étais à l'école? À l'école ou enfant. Parce que je suis quelqu'un de visionnaire, donc je vois grand et très vite, on m'a fait comprendre T'as bloqué? non, enfin, on m'a fait comprendre que là, tu vois trop grand. Mais La chose la plus grande que tu aies voulu faire, on t'a dit non, tu n'y arriveras pas. Et je n'ose même pas dire. Dis-nous, tu veux être présidente? Non, quand même pas. Alors dis-nous, aller sur la Lune? Non, quand même pas. Alors vas-y, dis-nous. Je n'ose vraiment pas dire. Pourquoi? C'est un truc, c'est quoi? Pourquoi? Alors petite, je me disais que je me verrais composer et puis que Céline Dion pourrait chanter. Mais pourquoi pas? Donc ça n'est pas arrivé. Bon, j'ai pas cherché à ce que ça arrive non mais plus. tu as composé. Oui, parce bien sûr. Il y avait deux termes, parce que tu aurais pu déjà à fait. composer. Pour certains, composer, c'est faire de la musique, c'est un rêve. Tu fais de la musique, Dominique? Non. Bon, tu vois? Donc, elle pourrait se dire, oh mon Dieu, le truc inaccessible, Oui, je vais composer. Donc, composer, c'était le premier terme. Et le deuxième terme, c'est Céline Dion. Ça, c'est pas encore fini. Non. Tu lui as envoyé tes compositions? Non, mais après, je suis passée un peu à autre chose. Tu as choisi d'autres personnes? Beyoncé, maintenant? Non, quand même pas Beyoncé. Donc, Céline Dion, il y avait cette attirance pour cette artiste, ce qu'elle représente en tant que femme, en tant que chanteuse, en tant qu'être humain aussi. Parce que tu es musicienne aussi. En allant vite pour l'histoire de Theta Healing que tu vas nous expliciter très longuement tout à l'heure. D'accord. Mais voilà, tu es musicienne, tu es chanteuse, tu coaches vocal, tu es chanteuse et tu es pianiste aussi. Moi, j'ai vu des photos de toi, pianiste. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, j'ai commencé... Alors, toute petite, je savais déjà que je voulais et faire de la musique, chanter, et soigner les gens. Mais je n'ai pas finalement suivi d'études de médecine, entre guillemets, traditionnelle. Et puis finalement, je me retrouve quelque part à faire ce que j'ai toujours voulu faire. Et tu as fait quand même, alors tu n'as pas fait d'études de médecine, mais tu as fait des études de musique. Exactement. Tu as un CAPES, mais raconte-nous ça. Voilà, donc j'ai fait plein de choses. Formation musicale, formation chant lyrique, musicologie. Voilà, j'ai été à la faculté de Toulouse, le Mirail, au conservatoire de Toulouse. Et puis j'ai passé mes diplômes, mon concours à l'époque. Et puis j'ai continué à étudier, parce que j'aime pas les limites, comme je te dis. Mais c'est marrant, c'est fou, elle veut pas dire qui elle est, tu as fait des choses extraordinaires. Voilà, absolument. Et tu es inspirante pour les autres. Oui, donc tu as fait des études de musicologie. Tu as un CAPES. Oui, en c'est quoi? ça. En musicologie. En musicologie, c'est ça. Tu as enseigné? Ah oui, voilà. Oui, je suis enseignante aussi, exactement. Ok. Et puis, j'ai... Alors, allons-y, hein, donc j'ai pu... Alors, où vient dans l'émission Femme? Et pour pas capable de dire, ou pas connaître l'émission? Ah ben, on verra. Alors, pour te dire, donc c'est vrai que j'ai eu l'immense fierté... Mais tu veux pas qu'on te reconnaisse? Non, c'est pas ça. Ah bon, voilà.
Elle va venir alors. Tu as une immense fierté. de pouvoir représenter la France. J'étais la première chanteuse française à représenter la France à Hollywood dans un concours international artistique. World Championship Voilà. of Performing Arts. C'est ça. Ok, en 2012, concours En artistique 2012. international hollywoodien fondé par Cliff O'Neill, producteur de Miss Univers. C'est Tu as ça. remporté 3 médailles d'argent. Oui, Soul, jazz et composition. c'est ça. Et world music également. Ok, d'accord. Oui, tout à fait. Donc c'est bien. Et donc aujourd'hui, donc là on vient à ce vers quoi tu voulais aller de toutes les façons, mais on va y aller. Theta Healing. Donc C'est en ça. 2 mots, on va expliciter après. En 2 mots, Theta Healing. Je pensais que c'était théâtre, non, Non, pas du tout, ça n'a rien C'est à quoi voir. Theta Healing? Theta, en fait, ce sont des types d'ondes cérébrales, parce que le cerveau émet plusieurs types d'ondes en fonction de son activité. Donc, c'est une technique de guérison et de développement personnel où on passe par les ondes Theta du cerveau D'accord. pour pouvoir modifier, se déprogrammer d'un certain nombre de mémoires limitantes et se reprogrammer pour pouvoir avancer dans la vie, se développer, atteindre ses objectifs, etc. Alors moi j'ai lu que tu t'étais orienté vers le Theta Healing parce que tu avais eu des problèmes de santé. Est-ce que Exactement. tu peux nous en parler? Oui, alors effectivement, ma vie a un peu basculé il y a quelques années de ça. Et je me suis retrouvée dans une situation très difficile, très diminuée physiquement, au niveau du cerveau aussi. Je ne savais pas trop quoi faire dans cette situation. Pourquoi? Donc, Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait un accident cérébral? voilà, enfin, j'ai eu un problème, une maladie au cerveau. D'accord. Et du coup, ça m'a vraiment diminuée. J'ai dû tout réapprendre, marcher, parler, vivre, faire des courses, enfin, avoir une vie normale. Et du coup, je me suis dit, n'aimant pas les limites, Comment je fais? voilà, de me dire, mais je ne suis pas restée là pour vivre handicapée, grabataire, il faut que je trouve une solution. Donc j'ai commencé à m'intéresser déjà à chercher des techniques basées sur les neurosciences, sur le cerveau, pour comprendre comment ça fonctionne. Et j'ai vraiment découvert que c'est extraordinaire parce que le cerveau est neuroplastique. Donc ça veut dire que tout se répare, en fait. Il n'y a pas, en fait, de fatalité dans les choses. Et du coup, ben, je me suis mise à fond dedans. Et donc, Tu t'es reprogrammé. voilà, Ok. je me suis soignée avec. Alors, Passionnant. tu connaissais ça, Theta Healing, Dominique? Ah, du tout. Pas du tout. Alors Dominique, Aurélia, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Et puis après tu vas poser tes questions à Nathalie. Tout à fait. Alors, mon parcours n'est pas aussi inspirant. Mais si, Dit-elle. Non, alors, moi aussi, je suis une femme. Quoi d'autre? Je sais pas. Je suis une femme. Comment je vais Alors, au début, j'ai Ouais. dit qu'on allait parler de recherche universitaire, Ouais. on allait parler de ZIS, d'une revue littéraire. Oui, alors je suis une femme qui baigne vraiment dans la littérature. Je pourrais dire cela. Je me trouve très très bien. Qu'est-ce que tu as dans fait? ces eaux-là. Donc tu as fait J'ai des fait études, des études des de quoi? études de littérature, tout simplement, des études d'anglais, en fait, à Paris. À l'époque, donc j'ai un doctorat en littérature caribéenne, britannique et américaine aussi, anglophone d'une façon générale. Ensuite, quand je suis revenue en Martinique, j'ai travaillé normalement. Puis Et comme quoi, tu as travaillé quoi? comme enseignante, Enseignante, évidemment. d'accord. Donc, enseignante à la MEP à l'époque, où la MEP était vraiment un bouillon de culture. Il y a quelqu'un qui une fois est passé, je ne sais pas si c'était dans une émission à la télé, qui disait qu'à ce moment-là, il y avait énormément de futurs intellectuels. Oui, oui. Voilà. Donc, en fait, on pouvait y rencontrer à la fois Chamoiseau, Confiant, Et d'autres. Serge Domy et d'autres. Bon, voilà. Et donc, c'était vraiment le bouillon de culture où tout pouvait se faire. C'était une autre conception de l'enseignement. Et je peux dire que ces années-là m'ont vraiment formée, non seulement en tant que... mais vraiment en tant que femme, vraiment, parce que j'étais toute jeune. C'est-à-dire ma vision des choses et le fait de ne pas avoir peur. Je suis une femme qui n'a pas peur. Alors, je n'ai pas vu tout de suite, et c'est pas justement... Tu découvres ça. Je découvre cela, mais je ne le sais même pas. C'est-à-dire que plus tard, beaucoup plus tard, quand il y a eu, quand j'ai enseigné à l'université, il y a eu à certains moments des turbulences, je vais dire. Eh bien, souvent, les gens me disaient, mais t'es courageuse. Et en fait, j'ai compris que le courage, c'était pas du tout dire, je suis courageuse, je vais foncer. Non, c'est juste quand il y a un problème d'injustice, c'est aimer la justice, tout simplement. Avoir soif de justice. Et quand il y a un problème de justice, eh bien, on n'a pas peur. Tout simplement. Mais c'est pas si évident. Alors, je ne sais pas pas si à quoi tu évident, fais mais allusion, ça mais l'est. dans un petit pays comme la Martinique, tu as peur que si tu fais quelque chose, il y ait un rage ou Voilà, bien pitas, ta ou bien pitas, c'est qu'au compte là, Voilà, donc ta le carrière, ou ta ton carrière, on truc, te met etc. dans le Et moi, je pense pas, voilà, ou dans le exactement, placard, j'ai plutôt. jamais Le eu tiroir, peur c'est de compliqué. ça.
j'ai jamais pensé à cela parce que pour moi, chaque fois, il y a un problème d'injustice. Et ben non, il faut. Non, je faisais référence à la période où effectivement, on parle de femmes, où effectivement il y avait une présidente femme et qui a et qui a été confrontée justement à un bashing d'hommes. Et à ce moment-là, moi, j'écris une lettre à cette dame, une lettre ouverte, qui va récolter énormément de signatures. Le nom de la présidente. Alors, Madame Corinne Mancé-Caster. Voilà. Mancé-Caster. Et donc, je n'aurais pas peur d'écrire cette lettre publique et de dire que voilà, ça suffit, les hommes, taisez-vous, ça va. Et assez bizarrement... Ils se sont tus? Oui, ils se sont tus immédiatement. Et d'autres hommes me disaient... Mais quel courage, comment tu as... Mais pour moi, non, c'était très simple, je l'ai fait. Bon, voilà. Donc, je pourrais dire cela de moi. Voilà. D'accord. Et donc, tu t'es intéressé, donc, la littérature, effectivement, caribéenne, anglophone, américaine. Tu t'es intéressé aussi aux écrits de femmes esclavisées. On dit maintenant esclavisées, des personnes mises en esclavage. Oui. Alors, on a eu, par exemple, Mary Prince. Voilà, Mary Prince, oui. Tout à fait. Avec Surya Adel. Qui met en scène. Oui. Mais voilà, tu as écrit des textes. Alors, qui sont ces femmes? Alors, donc, en fait, il s'agit tout simplement de... ça commence comme cela, c'est-à-dire que j'enseigne. Alors, il y a une collègue qui enseigne effectivement les récits d'esclaves. Je n'y connais pas grand-chose, malgré mes études. Et je me rends compte que c'est passionnant. Donc, j'entre dans ce champ-là. Je trouve ça passionnant. Donc, Mary Prince, je l'enseigne à mes étudiants. Et je me rends compte que non seulement... Alors, bien sûr, il y a les récits d'esclaves, parce qu'aux États-Unis, alors il faut dire les choses de façon très carrée. Aux États-Unis, c'est un champ qui est très ouvert, connu, etc., où, effectivement, on étudie, puisqu'il y a eu des récits d'esclaves écrits, on va dire, par des esclaves, mais c'est surtout leur voix qui est reportée, qui est rapportée, qui est racontée, relatée. Et ces écrits-là étaient généralement très encadrés parce qu'il fallait que des Blancs, effectivement, portent la caution. Et c'était aussi une sorte d'instrumentalisation pour l'abolition de l'esclavage. Donc aussi instrumentalisation, mais d'un point de vue positif, par des abolitionnistes qui les aidaient pour que effectivement, convaincre ceux du Nord qu'il fallait absolument abolir l'esclavage. Donc, en fait, c'est très cadré. Et il y a aussi... C'est un champ de recherche. C'est un champ de recherche. Et il y a aussi des récits d'esclaves de femmes. Mais il y en a très peu. Il y a des hommes et des femmes. Il y a des hommes et des femmes. Pour parler des hommes, ça nous parlera de ce film, en fait, avec... comment il s'appelle? Enfin bref, 12 Years a Slave. 12 Years a Slave, on en parlait tout à l'heure. Oui, voilà. Là, c'était pas un esclave, il a été kidnappé, etc. Ça aussi, je l'ai enseigné à... Donc, tout ça, ça fait partie de ça. 12 Years a Slave, Frederick Douglass, etc. Donc, il y a énormément d'écrits par des hommes, quelques-uns par des femmes, Mary Prince, Harriet Tubman, Harriet Wilson, etc. Mais ces récits-là sont un peu différents. Parce qu'elles osent dire ce qui s'est passé, elles osent parler de leur corps. Parce que le corps est absent. Alors que le corps, c'est vraiment, on sait bien que l'esclavage est au centre dans l'esclavage. Voilà. Mais pour les femmes, elles ne parlent pas de leur corps, elles ne parlent pas de viol. Et les hommes non plus, quand ils font référence aux femmes dans le récit, ils disent, oh, juste rapidement, c'est terminé, on ne veut pas en parler, c'est laid, c'est sale, etc. Et les femmes vont commencer à parler de ce qui est sale, mais pas vraiment. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que plus tard, dans les années 80, 1980, il y a tout un courant de ce qu'on va appeler justement les néo-récits d'esclaves, c'est-à-dire des femmes encore écrivaines comme Toni Morrison, Walker, Alice Walker, etc., vont s'emparer de ce champ-là, Margaret Walker aussi, vont s'emparer de ce champ-là et vont, à partir de faits divers, un fait divers, donc réel, d'histoire, elles vont réécrire, c'est-à-dire qu'elles vont... fictionner un peu. Voilà, c'est vraiment ça. Elles vont réécrire l'histoire, mais de façon terrible. C'est-à-dire qu'elles vont faire parler des femmes qui ont été silenciées. C'est Beloved. Voilà, exactement, c'est Beloved. Même la couleur pourpre aussi fait partie de cela. Et elles vont parler de ces femmes-là. Mais, excuse-moi, c'est passionnant. Hein? Mais c'est passionnant. On a déjà discuté. Non, c'est incroyable. Mais dans la littérature francophone, parce que donc il y a cette tradition chez les anglophones. Absolument. Mais chez les francophones, ce sont les esclavagistes ou les colons, les habitants qui écrivaient l'histoire. Voilà, absolument. Alors, à ceci près,
Alors, c'est pas exactement ça, mais dernièrement, on a reçu Manuela Yongying et Jessica Pierre-Louis, qui ont travaillé sur des choses extraordinaires Oui, à tout à fait. partir On des est liés. récits, à partir des actes, des procès pour empoisonnement. Donc, Oui, elles nous tout ont à parlé fait. de Émilie. Oui. Donc c'est une Ah, femme. voilà un exemple. Voilà, oui, que- Émilie qui a vécu donc sur l'habitation de la pagerie. Il y a un travail qui est fait par Oui, je suis Manuela, au courant, tout à fait. Manuela Yongying, donc pour réhabiliter finalement ce qui s'est vraiment passé, Oui, au-delà voilà. de Joséphine, bien sûr. La voix des et sans-voix. Émilie, donc, et on entend ces femmes-là, on les entend. Mais c'est pas un récit d'esclaves. Non. Ce sont les actes des procès. Oui, mais alors ce qui se passe, par exemple, on va prendre l'exemple chez les francophones, pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce Oui, pourquoi qu'effectivement, ça il y a un s'est- problème d'espace. Il y a un problème d'espace. Aux États-Unis, on peut le faire parce qu'effectivement, Oui. quand on est fugitif, c'est le Nord, Canada, Oui, ça l'Ouest, donne, bon, ça voilà. Donc on peut aller n'importe où. Mais même dans les grandes îles, on va prendre la Jamaïque, il n'y en a pas vraiment. Parce Il y a que, bon, Queen, Nani. oui, mais la reine elle, c'est Nani. l'icône, c'est la reine Nani. Oui, mais elle n'a pas écrit. C'est une marronne. Oui, oui. Et puis elle n'a pas écrit, puis c'est une marronne. C'est pas vraiment bon. Oui, oui, c'est oui, la oui, même voilà, chose, c'est une mais pas marronne, vraiment. voilà, C'est une non, marronne. voilà, c'est- donc. Et puis c'est une icône chez Oui, eux, oui, etc. oui. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, tout le processus n'existe pas. Mais en revanche, si on prend l'exemple de Fabienne Canor. Oui. Fabienne Canor, quand elle écrit Humus, Oui. c'est un nouveau récit d'esclaves. Oui. Mais elle l'écrit, c'est-à-dire c'est aussi la même chose. Elle prend un fait divers des femmes qui sont dans un bateau, qui effectivement, de l'Afrique à l'Europe, vers l'Europe, décident de se suicider pour ne pas, parce qu'elles savent que ce qui les attend, et elles ne le savent pas vraiment, mais elles le ressentent, elles ont peur. Donc en fait, elles ont peur et elles ont le courage de se suicider finalement. Elles disent non. Elles disent non. Et elles vont se suicider. Et là, elle va prendre ce corps-là, ce fait divers, et elle va commencer à raconter. Il y a 14 femmes, elle va raconter le récit. Elle va mettre vraiment en récit encore l'histoire de ces femmes. Donc tu dis que c'est nouveau ça en fait, C'est dans la nouveau. littérature Absolument. francophone. Oui, D'accord. absolument. Ok. Puisque c'est donner place, enfin, toutes celles qui ont été silenciées, c'est un néologisme qui est Silencier, c'est silencier, oui. Les invisibiliser, Oui, les oui. sans-voix, c'est leur redonner la voix. Ok. La voix, et on retombe On sur fait, ça. Voilà, on fait le lien. Mais on va donner la parole tout à l'heure à Nathalie. Après, Focus. Alors, dans Focus, on va parler d'autre chose. Enfin, on ne va pas parler des femmes silenciées ou bien le detailing, mais je vais vous parler donc de ce rapport du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Donc le PNUD qui a mis au point et qui documente donc un indice en fait qui s'appelle le GSNI, donc Gender Social Norms Index, qui mesure les préjugés sexistes, c'est-à-dire la façon dont les hommes et les femmes sont vus et assignés en fait dans des rôles parce que ce sont des femmes, ce sont des hommes. Par exemple en Iran, les femmes c'est le grillage, tu vas pas à l'école, etc., etc. Et alors ce rapport vient de sortir vraiment au moment où on enregistre l'émission. Et alors c'est dramatique. C'est dramatique, il y a quelques scans derrière moi. Donc, ce rapport donc, GSNI donc, 2023, donc, édité le 12 juin, il dit, en fait, la conclusion du PNUD, c'est que depuis 10 ans, on stagne, que rien n'est fait, que rien n'a progressé sur l'état des préjugés. Alors, ce qui est intéressant dans ce rapport, c'est que dans cet index, c'est qu'il couvre 85% de la population mondiale. Donc, il est énorme, en fait. Donc, tous les pays, 85%. Et il montre, donc, résumé, que 9 personnes sur 10, que ce soit les hommes et les femmes, nourrissent des préjugés sexistes. Par exemple, un certain nombre de critères donc, sont retenus. À la question « la violence contre les femmes par les hommes est-elle légitime ?» Eh bien, 25% des personnes interrogées pensent que oui, c'est légitime, que c'est normal qu'un homme batte sa femme. À la question « l'éducation est plus importante pour les hommes que pour les femmes ?» Eh bien, la réponse est généralement oui. À la question « les hommes sont-ils de meilleurs chefs d'entreprise que les femmes ?» Mais 40% des gens disent oui. À la question, est-ce que les hommes sont de meilleurs dirigeants politiques que les femmes? Eh bien, majoritairement, les gens disent oui. Donc, c'est dramatique. Et ce que dit cet index, donc mesuré en 2023, depuis 10 ans, les choses sont restées pareilles. Qu'est-ce que ça vous inspire? L'effroi, c'est vraiment le terme, parce que, en fait, si ça stagne, ça veut dire que les problèmes sont vraiment enracinés. Je veux dire, comment faire? L'éducation ne suffit peut-être pas, évidemment. Et tous les pays, quand oui, même. alors ce qui est intéressant, parce qu'on aurait pu se dire, oui, par exemple, j'ai parlé de l'Iran, par exemple, ou l'Afghanistan, ben non, que ce soit des pays développés ou pas,
Les gens pensent ça. C'est-à-dire qu'il faudrait alors affiner, peut-être que dans un pays comme la Martinique, ça pourrait être peut-être pas 9 sur 10. Mais ça pourrait quoique, être plus. Ça pourrait, voilà. Ça pourrait, oui. Voilà, donc qu'est-ce que ça t'inspire, Nathalie? Moi, sincèrement, de ce que je comprends, c'est que quand je parlais de mémoire limitante, il y a ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Et l'inconscient collectif est très chargé, déjà au niveau humanité, puisqu'il y a un certain nombre de schémas qui se sont reproduits pendant un certain nombre de centenaires, voire de millénaires. Et là, aujourd'hui, on est une autre génération qui amène quelque chose de différent, mais on est en même temps confronté à tous ces préjugés, toutes ces façons de penser, et qui sont obsolètes, en fait. Parce que, attends, tu dis ça, mais en même temps, tu as les pays qui sont jeunes, hein. Tout à l'heure, je ne sais plus, j'entendais, hier, il me semble, j'entendais une émission parler de l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, tu as une population qui est majoritairement jeune, de 30 ans, mais voilà, je ne suis pas sûre qu'ils soient les moins sexistes. Mais c'est culturel, c'est-à-dire qu'il y a le poids de la religion, il y a toutes ces questions-là aussi. C'est pour ça d'ailleurs que le VNUD dit qu'il faut absolument enraciner les changements dans l'éducation, Voilà. que tout passe par l'éducation. Voilà, mais le dire, c'est pas le faire. Voilà. Le dire, c'est pas le faire. Donc comment faire? Je sais pas. Mais vraiment, j'ai envie de dire ça parce que ces chiffres-là me terrorisent. Oui, ça fait froid dans le dos de penser que. Mais ça me fait penser d'ailleurs que je m'étais rendu à un colloque au Canada où effectivement au niveau genre, etc. Ils sont très en avance. C'était justement sur la place des femmes au niveau des universités. Et là aussi, c'était dramatique. Oui. C'est-à-dire que le fait même de penser organiser un colloque sur cette question-là, ça voulait dire déjà qu'il y avait un problème. Oui, mais on a la représentation des femmes. Oui, on a l'impression quand même, parce que cette émission témoigne de cette volonté, de cette prise de parole des femmes. On a l'impression qu'il y a deux niveaux, en fait. Comme s'il y a la surface, tu sais, il y a le vent à la surface, et puis derrière, la profondeur. Et la profondeur reste enracinée. Oui, c'est bien tu ça. sais, voilà, c'est comme, tu sais, les gens, quand on fait des sondages sur le vote extrême droite, par exemple, les gens ne disent pas forcément qu'ils vont voter. Et ils vont voter. Donc, il y a deux niveaux. Mais d'après le PNUD, pour pouvoir changer, inverser les choses, faire progresser, il faut éduquer. C'est peut-être ça? C'est ça. Enfin, sincèrement, moi, c'est ce que je travaille aussi avec les personnes qui viennent me voir. Et d'ailleurs, sur moi-même, je fais une petite parenthèse, j'ai pu retracer mon arbre généalogique pour savoir aussi d'où je venais. Et je me suis rendu compte en fait, quand on va fouiller même dans les archives, on se rend compte de tout ce qu'il y a derrière, de tous ces schémas. Et on comprend mieux pourquoi peut-être on a tel ou tel comportement. Donc je crois que c'est vraiment une rééducation, c'est une volonté aussi de chacun de se développer pour pouvoir peut-être changer son regard sur les choses. Et puis quelque part, à mon avis, tout a été fait pour faire une scission entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on avait cette vision de l'homme qui a ce côté peut-être violent, qui a ce côté dominateur, qui va écraser la femme pendant longtemps. Ça a été comme ça, la femme était un objet. Et aujourd'hui... Mais le reste, dans certains cas. Hein. Oui, oui, voilà. Mais là, par exemple, 25% de gens, tu as le droit de taper ta femme. Ouais, super. Mais c'est révélateur. Et c'est pour ça que je remarque que beaucoup de femmes font le choix de se former, d'être... Dans tout ce qui est développement personnel, en général, il n'y a pratiquement que des femmes. Que des femmes, oui. Oui. Quelques hommes aussi, d'ailleurs. Oui, dans la culture, il y a beaucoup de femmes. Et il y a cette dimension de réparation que l'on ressent chez la femme. Et alors, ça va prendre du temps, mais je sens quand même qu'il y a dans ce mouvement quelque chose mais bon, qui les se chiffres passe. Là, en fait, en tout cas, si tu prends au sérieux le GSNI, parce que c'est quand même dramatique, c'est que 9 personnes sur 10, hommes et femmes. Il y a du travail. Ok, moi je connais des gens qui te disent oui, mais bon, une femme présidente, non, c'est jamais non, au niveau politique, mais non, les hommes sont mieux. On a vu les sénatoriales en Martinique, là c'est assez troublant de voir qu'il n'y a aucune femme, elle n'ose pas se présenter, ou même quand elle se présente. Il y en a une maintenant, il y en a une. Oui, il y en a une. On leur met des bâtons dans les roues aussi. Mais je veux dire, les futures sénatoriales, là, les prochaines... Ou bien les législatives, il y a le deuxième tour, il y a eu que des hommes. Et puis on a vu l'effet que ça a fait quand il y a eu la parité, comment ça a été terrible pour les hommes, et même pour les femmes qui n'osaient pas se présenter, etc. Mais il y a du travail. Il y a du travail. En tout cas, je voulais partager ces chiffres avec vous. Donc c'est le PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le développement. Jingle, les mots de femmes. Alors, on va s'intéresser au Theta Healing, ou à la Theta Healing. Hein. Elle brûlait le Theta Healing, Nathalie, là, qui était pressée. Voilà, je m'appelle Nathalie, je fais du Theta Healing.
Ben non. Alors, c'est quoi le Theta Healing? Alors en fait, le Theta Healing, c'est une technique qui est assez récente Oui. puisqu'elle a été mise au point dans les années 90 aux États-Unis par une femme qui s'appelle Vaiana Stibal, qui petit à petit a fait un certain nombre de découvertes sur comment fonctionnait le cerveau. Et du coup, elle a mis cette technique au point et du coup, elle l'enseigne aujourd'hui dans le monde entier. Donc, je suis, me semble, la seule Tu es Martiniquaise. certifiée Oui, je me suis formée coach. auprès d'elle. Alors, coach, je suis aussi coach certifiée, ça c'est autre Coach chose. vocal. Je suis aussi coach vocal. Oui. En fait, je suis slasheuse. D'accord, Barbara. Voilà. Donc, tu fais ça, plus ça, plus ça, plus Ouais, ça. Voilà, oui, en ça. fait, je n'aime pas les limites, comme je te disais. Je suis passionnée. J'ai toujours aimé apprendre, en fait. Alors, comment tu fais alors? C'est quoi le, comment dire, le contexte, le lien. contexte, le lien, voilà. Comment tu interviens? Pourquoi je viendrais te voir pour faire du Theta Healing? Alors, déjà, je ne fais pas que du Theta Healing, mais en fait, les gens en général viennent me voir parce qu'ils ont soit des blocages. Alors, ça peut être un politicien qui veut se préparer sa carrière, qui veut optimiser son potentiel. Ça peut être un scolaire qui veut préparer un oral, Oui. par exemple. Ça peut être une femme qui est traumatisée, qui est blessée. Ça peut être un chef d'entreprise qui a besoin de plus d'impact auprès de son entourage, de son entourage, de son équipe, de ses employés. voilà. En fait, à partir du moment, ma spécialité, c'est vraiment aider les Aider gens. les autres. Voilà. Mais revenons au Theta Healing. Parce Oui. que, ok, donc c'est quoi les instruments précisément d'accompagnement du Theta Healing? C'est quoi? Alors, c'est vraiment une technique en soi, Oui. Barbara. Et c'est une technique où j'utilise beaucoup mon cerveau, justement. Donc, je monte. J'utilise ces fameuses ondes θ. Et les ondes θ, à l'époque, on pensait que c'était les ondes du sommeil et qu'on ne pouvait être en θ que pendant ce fameux moment-là. sommeil. Et on a découvert que finalement, c'est possible d'atteindre par la méditation. Il y a une technique de Donc c'est de la méditation. méditation. Voilà, C'est mais- d'abord de la méditation. Mais c'est une technique bien particulière. D'accord. Ce n'est pas juste de la méditation. C'est pas la méditation c'est du pas la yoga, pleine par conscience. exemple. Non, c'est encore autre chose. Mais Ça- tu expires. Non, ça va beaucoup plus loin que ça. D'accord. C'est une autre technique. D'accord. Et qui permet de descendre beaucoup plus, de Profondément. ralentir beaucoup plus les ondes cérébrales. D'accord. Et quand on est dans cet état-là, justement, on peut justement déprogrammer et reprogrammer un certain nombre de choses. Donc, c'est passionnant parce que tu peux déprogrammer ton ADN. Et quand on parlait tout à l'heure de... Oui, ça va vraiment très loin. Oui, oui. Alors, je ne suis pas scientifique, je ne vais pas te suivre sur ce Ouais, mais c'est terrain-là. un peu Oui. effrayant. Ok, Oui, oui. Non, alors Non, il y a- tout se fait avec le libre arbitre de la personne. Hein. On ne fait rien sans son libre arbitre. Elle est consciente. Donc, c'est de la déprogrammation mentale. Par exemple, toi, Oui. explique-nous, donc tu l'as mise en œuvre pour toi, Oui. explique-nous comment tu as procédé. Question très simple, sans te donner tous tes secrets, mais comment tu procèdes? Par exemple, si tu me dis comment tu fais de la méditation, tu fais du yoga, je te dis, d'ailleurs Lisa qui intervient sur Zitata nous enseigne ça. Toi, Theta Healing, bon, je viens, j'ai un problème, je suis chef d'entreprise, madame, j'ai besoin d'un machin. Tu fais quoi? On se met dans condition, on respire, on allume la lumière, on l'éteint Ah non, non, non. C'est comme quand on va chez le psychologue. D'accord. Non, on discute déjà d'abord pour comprendre quel est le problème de C'est la personne. l'interrelation. Ah oui, bien sûr, Ok. évidemment. Et puis je n'utilise pas que le Theta Healing, c'est un outil. D'accord. Et puis j'ai d'autres outils aussi. D'accord. Donc en fonction de ce que la personne a comme problème Problème. ou situation, donc on va vraiment voir. Le but en fait, c'est de chercher l'origine. D'accord. Voilà, on va à la source en fait. Donc c'est beaucoup de questionnements. Ça peut être des questionnements, mais surtout la technique permet vraiment d'aller chercher tout. Alors ça paraît incroyable comme ça, mais Non, je veux juste comprendre. Tu as envie de comprendre aussi, Denis. je crois qu'il faut surtout expérimenter pour comprendre. Ah oui, mais bon, on va pas transformer le plateau en Voilà, cabinet non, mais bien de sûr, Theta tout à fait. Healing. Ok. Et vraiment, du coup, ça permet vraiment... Alors, pour te donner un exemple pratique, Oui. par exemple, moi, je m'étais aperçue, après ce qui m'est arrivé, je me suis dit, mais pourquoi j'en suis arrivée là? Et j'ai fait une démarche personnelle, comme je disais tout à l'heure, de chercher finalement quels étaient mes ancêtres, d'où je venais. D'accord. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des schémas qui se répétaient en faisant De des génération recherches. en génération. Voilà. Et du coup, par exemple, j'ai pu déprogrammer toutes ces D'accord. choses-là. D'accord. Et du coup, ça permet aussi à la génération suivante d'être débarrassée, entre Libérée. guillemets, de tout ça et de D'accord. pouvoir Oui. vivre sa vie plus sereinement. Et ça fait le lien avec ce que tu disais tout à l'heure, Dominique. Oui. Le courage aussi. Oui, le Elle parle de courage. liberté, toi, tu parles de courage. Donc, toi, tu t'es intéressé à ces récits. Qu'est-ce que nous enseigne? Parce que tu disais, d'une part, il y avait alors, les récits d'esclaves dans la bien littérature ou dans la tradition anglophone.
qu'est-ce que ça nous enseigne? Que nous enseignent ces textes? Alors ça nous enseigne que ces gens-là n'ont Attention pas au eu micro, peur. attention au micro. Pardon, n'ont pas eu peur de l'obscurité, de la nuit, de la nuit. De la nuit au Et sens aussi, propre. ah, De la voilà, nuit, de la cale du nuit bateau, épaisse, de la nuit, quand tu et arrives. symboliquement, oui. matériellement, physiquement. Et que ces gens-là sont des survivants, que ces gens-là ont finalement été, alors que ce sont souvent des sans-voix, des subalternes, etc. Mais Des ce sont résistants. ce sont de vrais héros. Héros. Ce sont de vrais héros, de véritables héroïnes, et ce sont des gens aussi qui ont dit non. Comment tu apprécies le fait, alors tu écris aussi dans Zist, on va revenir à Zist, comment tu apprécies le fait que, ça peut être ma perception aussi, on parle des esclaves ou des gens mis en esclavage, comme si c'était des victimes. Ce sont des victimes. Mais comme si on insistait beaucoup sur cette partie-là, alors que finalement, on peut leur reconnaître leur statut de victime. Bien sûr. Mais ce sont des héros pour avoir résisté, parce que beaucoup sont morts, bien sûr. Tout le temps. Par exemple, Serge Oman a son travail avec le CF98, il dit « Rendons hommage au 23 mai » parce que oui, ils ont souffert. Ils ont souffert, certains sont morts avant, certains se sont suicidés. Oui, oui, tout à fait. Canor, Fabienne Canor. Mais ce sont des héros. Oui, oui, tout à fait. Et est-ce qu'on entend ça? Non, on n'entend pas assez. Personnellement, je trouve qu'on n'entend pas assez. On n'entend pas assez parce que, en fait, surtout nous, je veux dire en Martinique et en Guadeloupe, nous avons tendance à chercher des héros verticaux. Des Nègre-Marron, etc. Oui. Alors que, Nègre-Marron, par exemple, si on cherche, par exemple, dans nos histoires, il y en a évidemment, mais les fugitifs, ils allaient où? Et pas longtemps. Quand on a étudié. S'agissant de, par exemple, on parlait de Queen Nanny, ils pactisent avec les Anglais. Absolument. Ils pactisent avec les Anglais. J'ai mon camp de Nègre-Marron. Absolument. Et les Nègre-Marron, on dit Pavini. Oui, parce qu'il y a des accords. C'est dans l'histoire. Par exemple, en Jamaïque, il y a eu cet accord avec le gouvernement britannique où, effectivement, ils ont eu leur territoire, ils ont lutté pour cela, ils ont leur territoire, mais il y avait, effectivement, il y avait des clauses, si vous voulez. Il fallait, par exemple, qu'il y avait d'autres fugitifs, les ramener aux colons. Oui, donc tu parles en fait des héros ordinaires. Des héros ordinaires et qui ont résisté. Mais résister, je veux dire, tout le temps dans leur pratique. Les domestiques, alors souvent aussi, on oppose les esclavisés des champs, là, ça c'est Malcolm X. Les nègres de maison. Nègres de maison, etc. Quand on veut te dire un truc, on te dit espèce de nègre de maison, alors qu'on va démontrer très facilement aux États-Unis comment il y avait justement des liens entre les domestiques et ceux des champs, parce que de toute façon, ils dormaient au même endroit après. Et finalement, dans ce qu'on appelle le chemin de fer souterrain, d'Underground Railroad, qui n'était pas souterrain, qui n'était pas un chemin de fer, mais dans ce réseau-là, réseau de fugitifs, il y avait tout le temps les domestiques qui indiquaient à ceux qui devaient partir, enfin les spirituals, les spirituals, c'est ça, le forgeron qui est lui-même quelqu'un qui est finalement un domestique, en fait, je veux dire, même s'il a un talent, mais lui, il va faire le bruit, le son pour leur dire de partir. Il y a des quilts aussi, ou dans les quilts, il y a effectivement des symboles, ce qu'on appelle patchwork. J'ai aussi travaillé là-dessus, et en fait, dans certaines régions du Sud, aux États-Unis, les femmes brodaient des signes africains pour pouvoir indiquer qui des choses. Signifiaient justement certaines choses, qui signifiaient c'est l'heure de partir, etc. Donc il y a toujours eu ce lien-là. Donc il faut arrêter d'opposer les gens. Mais en fait, et empoisonnant aussi les gens, il y avait tout cela, quoi. En fait, je veux dire. Et d'ailleurs, sur les empoisonnements, c'est passionnant aussi, parce que il y a aussi beaucoup de mythes aussi sur les empoisonnements. Et d'ailleurs, des mythes qui venaient d'ailleurs des colons eux-mêmes. Oui, bien sûr. Mon Dieu, on est empoisonné, alors que c'était des épisodies, c'était des choses comme ça. Mais ce que ça montre, c'est l'ignorance que nous avons de ces histoires. C'est-à-dire que je faisais allusion, je parlais tout à l'heure d'Émilie, quand on va rentrer, toi tu es chercheuse, mais c'est du temps la recherche. Oui, absolument. C'est du temps, il faudrait faire des programmes massifs. Comment c'est organisé en Martinique? C'est l'université qui fait ça? Oui, l'université, oui. Tout à fait. C'est à l'université où on enseigne cela et je ne sais pas. Mais il y a non, pas du tout. C'est juste non. Mais il y a un cursus. Attends. Il y a un cursus d'histoire ici sur l'histoire de l'esclavage en Martinique. Oui, bien sûr. Oui, au département d'histoire, bien sûr. Mais ces recherches là qui prennent du temps, comment on décide de les faire?
Ce sont les étudiants. Oui, voilà, qui décident Bien sûr, il y a des laboratoires en France, des revues, etc. Mais bon, c'est toujours un peu juste, je veux dire. Pourquoi? En termes de quoi? En termes de, je veux dire, est-ce que c'est assez diffusé, est-ce que c'est assez connu par le public, etc. C'est ça, en fait. Il faudrait plus de diffusion, plus de vulgarisation. Aujourd'hui, la difficulté, c'est ça. Il y a des choses qui sont faites, Oui. et puis il faut les amener au grand public. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des revues. Voilà. C'est pour ça qu'il y a Zist, par exemple, dont tu es directrice oui. de publication, Oui. qui est embarqué par ce jeune homme qui est ton fils, Oui, Zaka, tout à fait. Zaka Toto. Et le rôle, c'est ça aussi, c'est de réfléchir. Oui, c'est de, absolument. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est de traiter finalement des sujets un petit peu intellectuels, peut-être, qui ne sont pas grand public, de les amener, Oui, voilà. de vulgariser. Oui. C'est donner la voix aussi. Et puis, ce qui est très intéressant dans Zist, c'est que c'est une revue de jeunes. Oui. Alors, je ne parle pas de moi, évidemment. Mais si, mais tu es contributrice, tu deviens jeune. Tu deviens jeune quand tu contribues. Tout à fait. Et c'est une revue de jeunes, d'écrivains. Il y a Michael Rock, par exemple, il y a Gaël Octavia, donc des gens, Nadia Chonville, etc. Donc, des gens de partout aussi, et ça c'est très intéressant, c'est pas du tout une revue locale, c'est une revue en ligne, c'est pas une revue locale qui a été créée en 2018, mais qui est effectivement... qui met son nez un peu partout, dans des sujets toutes sortes de sujets. Tu la connais, cette revue? Non, je découvre, Non, justement. c'est très intéressant. Et qui, donc à la fois à travers la fiction, la non-fiction, les essais. C'est l'art aussi. L'art, puis il y a énormément de photographie. Donc voilà, c'est une façon d'interroger, de questionner. En fait, ce qui est très intéressant dans Zist, ce que je voulais dire, et ça aussi, ça nous intéresse, c'est que le motto, comme on dit, le slogan de Zist, c'est, bon, évidemment, revue post-créolité, mais surtout, dans les marges, le centre. Oui, parce que, est-ce que tu sais ce que c'est Zist? Ben justement, j'ai découvert avant de connaître Zaka Toto, je ne savais pas ce que c'était. Non, je ne savais pas. Le Zist, c'est ce qu'il y a entre la peau de l'orange et l'orange elle-même. Tu sais, quand tu sors l'orange comme ça, comme moi j'adore faire ça d'ailleurs, tu enlèves, tu peux découper en 4, et puis tu enlèves la peau, qui fait une petite épaisseur. S'agissant de l'orange, il y a une petite épaisseur peut-être de 3 mm éventuellement. Tu as une espèce de membrane que tu peux enlever encore. Il faut enlever d'ailleurs parfois parce qu'elle irrite en fait. C'est ça le Zist. Oui, c'est ça le Zist. Le truc, donc c'est quoi, donc symboliquement Symboliquement, c'est dans les centres, dans les marges, le centre, c'est-à-dire que nous surtout... Dans les marges, le centre. C'est-à-dire que nous, aux Antilles, nous avons... C'est très clair, le centre, la métropole. Nous avons toujours cette référence. On ne dit plus la métropole, mais en fait, c'était mais c'est toujours ça, le centre. On est toujours relié au centre. Et quand on est toujours à la périphérie, on est à l'ultra-périphérie. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de tourner autour du centre. S'il n'y a pas de centre, on est mort. C'est-à-dire que la marge, au contraire, la marge questionne le centre. La marge fait son propre, à sa propre vie, en fait. C'est un objet culturel aussi. Donc la marge est en train de vivre sa propre vie et la marge crée son propre centre. Mais moi j'ai envie... sans être enfermé, sans être centré sur lui. C'est ça qui est très intéressant. Ça t'inspire quelque chose? Justement, je suis en train de comprendre le concept, la subtilité, parce que c'est subtil, hein, oui, tout à fait, ce message. Mais alors, donc, revenons, avant de redonner la parole à Nathalie, donc Zist, ces jours-ci, Zaka, il a un procès, il faut en parler. Parce qu'il avait écrit, donc en 2018, c'était 2020. Non, 2020, pardon. 2020, il a écrit une série très intéressante qui s'appelle Sucre. Le sucre. Donc en 4 parties, il me semble. Oui, 5 parties même, 5. Décidément. Bon, voilà. Donc voilà, mais bon, en plusieurs parties, donc qui est en ligne d'ailleurs, qui est en accès libre, open source, tu peux aller lire. Donc, et notamment à l'occasion de la venue de Kémy Séba en Martinique, où ils sont allés donc, dans le supermarché de Gélipa prendre le sucre et tout. Et donc, il fait tout un long développement, donc il retrace le contexte, etc. Et il y a un procès là, en fait. Il était attaqué en diffamation par une chercheuse universitaire, Laurence Decoq, parce que Zaka, donc, elle a écrit un texte, lors de ses jours, avec un texte après, qui s'inspirait manifestement de ce texte-là. Et sans vouloir le reconnaître, elle l'a signé en diffamation. Qu'est-ce que ça donne alors, finalement? L'instruction est toujours en cours, donc je ne vais pas trop me prononcer, mais je veux dire que cela aussi a révélé, le procès qui s'est tenu vendredi dernier, a révélé que jusqu'à maintenant, nous sommes toujours dans la colonialité. C'est-à-dire que, d'une façon générale, c'était ça, parce que c'était très parisien, c'était une façon de dire « mais tu te prends pour qui ?» Oui.
Mais Parce que- tu sors d'où? Voilà, parce qu'elle Comment disait, tu mais oses? non, je n'ai pas vu, je ne connais pas. Voilà, ce voilà. garçon. Qui connaît ce Qui garçon? connaît ce garçon, Et le Martin? terme garçon, Ah oui, parce Ah que oui. moi j'ai écrit une lettre C'est à fort, Politis à ce moment-là, en leur disant, mais ce boy, garçon-là, hein, c'est l'écho boy, en c'est plus. boy. Boy. C'est-à-dire c'est toujours l'immaturité du noir. Non, mais elle ne s'est même pas rendue compte de ça, mais c'est donner Non, mais c'était conscience. même pas ça, Mais c'est donner conscience, c'est donner Et on conscience. avait, il y a eu cela tout le temps. C'était, il sort d'où, mais il parle de quoi, mais qu'est-ce qu'il se croit et tout, comment peut-il. C'était vraiment David et Goliath, c'est ça en permanence. Et on se rend compte qu'il y a toujours ce poids-là, il y a toujours ces stéréotypes, Oui. toujours cette façon de nous, cette condescendance. Cette condescendance, ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on va repasser la parole à à Nathalie sur le coaching vocal. Oui. Parce que tu es chanteuse, oui. et chanteuse lyrique. Alors non, j'ai fait des études j'ai étudié le chant lyrique auprès de maîtres au début de mes études, mais je ne m'estime pas être chanteuse lyrique. Je suis plutôt une chanteuse de ce qu'on appelle musique actuelle en fait. D'accord. Et alors, le coaching vocal, tu coaches qui? Tu coaches des chanteurs, des chanteuses? Alors des chanteurs amateurs ou semi-professionnels, des fois des professionnels aussi. En tout cas, toute personne qui a envie vraiment de libérer sa voix, l'expanser. Et puis, ma spécialité, c'est le coaching vocal thérapeutique également. Là, on va beaucoup plus loin que le simple coaching vocal. Donc là, ça s'adresse plutôt à n'importe qui, tout un chacun qui voudrait vraiment se libérer de certaines émotions. Ouais. Parce qu'on en a Oui, beaucoup parlé. oui, tout à fait. On est très chargé ici avec toutes ces histoires Oui, de tout à fait. non-dits, de oui. secrets, de... D'histoire, toutes ces histoires. d'histoires, voilà. Oui. Donc c'est présent en fait. Donc Et alors, donc tu accompagnes les gens sur, c'est quoi? Il y a des sessions, il y a c'est le long terme, comment ça se alors, en général, le coaching vocal, ce n'est jamais quelque chose qui dure très longtemps, puisque D'accord. c'est vraiment, le concept, c'est issu du coaching, c'est juste adapté à la voix. D'accord. Ce n'est pas comme un professeur de chant qui va enseigner. D'accord. Moi, j'accompagne en fait. Et j'aide la personne à trouver ses propres solutions et à comprendre ce qui se passe dans son corps pour qu'elle puisse être le plus autonome possible, le plus rapidement possible. Mais à partir de la voix. À partir de la voix, exactement. Donc, ça peut être, par exemple, je peux organiser de temps en temps des ateliers de libération émotionnelle par la voix. Donc là, c'est plus du coaching vocal thérapeutique. D'un autre côté, je peux accompagner des personnes qui veulent juste du coaching vocal pour avoir des bases techniques solides. Par exemple, tu parlais du chef d'entreprise ou de Oui. la chef d'entreprise, quelqu'un qui a amené, par exemple, des enseignants aussi. Tout à fait. C'est important, la voix pour les enseignants. Oh, mon Dieu. Exactement. Des fois, ils sont malades à la fin. Alors, je peux en parler parce que pendant ma carrière, j'ai eu ce problème. J'ai eu quasiment deux rééducations qui ont duré 3 ans en tout. Et je ne connaissais pas toutes ces techniques. Et vraiment, quand j'ai appris tout ça, je me suis dit, mais mon Dieu, pourquoi je n'ai pas connu ça avant? Je me serais vraiment épargnée de certains problèmes. La base, c'est quoi? La base, c'est-à-dire Là encore, sans révéler des secrets, mais la base, par exemple, pour un enseignant, c'est quoi? C'est respirer, c'est... déjà, la respiration, c'est la base. Parce que le problème de l'enseignant, c'est la respiration et puis il y a le côté émotionnel aussi. Voilà, on est souvent dans l'émotionnel. Donc, et souvent, quand on ne gère pas son émotionnel, du coup, si on n'a pas une bonne base respiratoire, ben c'est là qu'on se fait mal. Dans l'abdomen. Voilà, même crier, ça s'apprend. Mais ouais, si tu cries, tu crier en prenant appui sur l'abdomen. devant. Exactement. Comme les plongeurs en apnée, n'est-ce pas? Toi, tu es enseignant, toi. Tu es maître de conférence. Oui, tout à fait. Mais ce qu'elle dit est tout à fait. Tu cries avec méthode. Oui, pas vraiment, mais c'est vrai qu'après les vacances, d'une façon générale, quand on parle au bout d'une heure... Ah ouais, tu es malade, tu es fatigué. Parce qu'on a perdu l'habitude justement de ça. moduler la voix, Exactement, tout simplement. c'est ça. Tout simplement. Et c'est vraiment... Bon, malheureusement, on n'apprend pas ça aux Non, on n'apprend enseignants. pas ça, Ils font non. comme ils peuvent. Mais vraiment, j'ai vu... passionnant. Ah oui, Ah vraiment. oui. Vraiment, ce sont des outils vraiment qui sont simples et tout à fait incroyables et qui permettent vraiment d'avoir un certain confort. Tu t'imagines le nom, en fait, à vous entendre, et tous les mardis, je reçois des femmes et je dis le nombre de choses qu'il faut qu'on sache. Oui, c'est ça. En tout cas, merci de nous donner tuyaux. Merci, je voudrais, Dominique, revenir sur vraiment un extrait comme ça, piqué comme ça, picoré sur le site Zist. Oui.
Donc, on a compris, hein, pour le procès, Oui. on attend. Hein. Oui, oui. Donc, dialogue avec les ombres. C'était dans le... Je ne sais pas quel numéro. Vous êtes au C'était 26e. celui, on est au 26e Oui. avec Afrofuturisme, Oui. c'était le dernier. Dialogue avec les ombres, je pense que c'est dans Créolisation. Oui, donc C'est celui je de lis, Créolisation. je ne suis pas créole, je chante la fleur, écoute ça, écoute ça. Je chante la fleur vénéneuse éclatant dans la savane furibonde, j'assume d'être l'impur de mon nouveau royaume. Tout à fait. Et ça me lie à Glissant, tu as étudié Glissant. Oui, Glissant, Entre c'est autres. un mentor. C'est un mentor moi, pour toi. Vraiment. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, Césaire, effectivement, a répondu à notre question d'humanité. Vraiment, nous sommes des hommes comme les autres. Ou sortir de ce long, silence, de cette longue nuit, voilà. De cette longue nuit. Et je crois que Glissant, effectivement, quand je commence à lire Glissant, au moment où justement on a tous ces problèmes d'identité, est-ce que je suis antillaise, qui je suis, etc. Quand j'ai 20 ans, à peu près, c'est lui qui me donne des outils. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que pour moi, Glissant donne des outils tout le temps. En permanence, on a des outils pour comprendre ce qui se passe, pour se comprendre, pour comprendre le monde. Qui on est dans le monde, où on se situe. Justement, Glissant, c'est aussi dans les marges, le centre. C'est la même chose, quoi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de dire, de s'énoncer véritablement dans le monde. Et c'est Mais vraiment Glissant, ça. parce que tu connais Glissant? Oui. Oui. Parce que Glissant, donc, on dit qu'il est difficile à lire. C'est pas évident de lire Glissant. C'est vrai. Mais c'est aussi un militant. Ce qu'on ne dit pas, mais parce ce qu'il y a qu'on l'intellectuel, l'immense intellectuel, mais c'était un éducateur Absolument, aussi. absolument. L'IME, c'est celui qui a... L'Institut du tout-monde. Oui, voilà. Et avec l'IME aussi, il faut voir que l'IME aussi, ça a été une façon de dire non, c'est une façon de résister. Parce qu'effectivement, créer, à cette époque, un peu comme aussi à la MEP, créer justement des écoles qui vont à l'encontre justement, parce qu'avant c'était vraiment de l'ordre établi, voilà. C'était vraiment terrible, c'était terrible, le cadre français de l'éducation, et créer un truc en marge, c'est-à-dire par exemple à l'IME, il y avait tout le temps du théâtre, il y avait tout le temps des artistes qui venaient, qui parlaient, là c'est ce que j'ai appris, qui parlaient aux élèves, qui faisaient des cours, et lui il a introduit tout cela, parce qu'il avait compris que ça aussi c'est une façon de façonner, c'est ça aussi c'est l'éducation, c'est pas juste un livre, etc. Mais c'est ça aussi. Et puis ce texte aussi, enfin, qu'il avait coécrit avec Chamoiseau sur la marche sur et l'écologie. Oui, sur aussi, ça, oui. vraiment... C'était en 2009. Oui. En 2009, sur... Voilà. Voilà. Et puis sur quand les murs tombent aussi, parce que finalement, quand on parle justement de migration, d'immigration, des migrants, et il avait déjà vu de façon très visionnaire, avec beaucoup d'acuité, que ce serait vraiment le problème du 21e siècle, ce serait la migration. Tout à fait. Il nous reste 5 minutes. Hein. Déjà? Oui. Voilà. C'était tellement... Voilà. Quel est l'homme dont vous voudriez parler à ce moment de l'émission? L'homme? Eh bien oui. Mais tu as le droit de dire qui tu veux, le petit, le grand, ton fils, ton époux, ton grand-père, le grand homme de ta vie. Ah ben moi, je parlerai de mon parrain. Oui, qui s'appelle? Qui s'appelle Charles. Oui. Et vraiment, pour moi, c'est vraiment un homme extraordinaire à mes yeux. Pourquoi? C'est affectif, en fait. Bon, Charles, ok. Elle est devenue sérieuse, cette jeune dame. Tout à fait. Elle tease. Charles, ok. Extraordinaire, pourquoi? Mais en fait, alors, bon, pour te dire, Barbara, il a vraiment joué son rôle de parrain pour moi, parce que j'ai perdu mon père très tôt. Et il a vraiment été toujours là pour moi. Il a été vraiment cette figure paternelle, en fait. D'accord. Donc, ok. Il est encore oui, il est là. Ok, donc on salue. Voilà. Salut, Charles. L'homme. Et alors, tu disais pourquoi? Quel homme? On n'a pas le droit. Comme nous parlons d'une édition de femmes, alors encore un homme. Mais alors, je te mets à l'aise. Il y a beaucoup de femmes qui disent, mais non, je parle d'une femme. Donc, Non, mais en fait, je veux dire, moi, je n'ai pas eu d'autorité paternelle. C'est vrai? Et c'est très bien, finalement. C'est vrai? Finalement, oui, parce que quand on parle... Pourquoi je suis indiscrète? Pourquoi? Parce que... Non, parce que tout simplement, ma mère, c'était une femme célibataire, enfin une mère célibataire, comme on disait à l'époque, et qui a été une femme très forte, très courageuse, très forte, etc., et qui nous a façonnés, mes frères et moi, d'une certaine façon, je veux dire, tout à fait équilibrées. Oui. Alors qu'on parle souvent des familles monoparentales en disant, comme ça, voilà, la délinquance et tout. Maintenant, peut-être.
Est-ce que c'était pareil? Est-ce que c'est pareil? Bon, ça, on va faire un débat sur ça. On va faire un débat sur ça. On va faire un débat sur Donc, ça. en fait, c'est pour ça que j'ai... C'est le prochain thème de Zist, la famille monoparentale, dans les marges. Dans les marges, effectivement. Donc, de figure paternelle, non. Et mais l'homme non plus. Je vais peut-être parler de Glissant. Ah oui, quand encore même. Une fois. Mais tu viens d'en parler. Voilà, j'en viens d'en parler. Donc, Glissant a été... voilà. Ah oui, un peu cette figure. Ça a été cette figure-là, vraiment intellectuelle, mais pas écrasante, et qui m'a accompagné véritablement dans tout, quoi. Même des moments, dans des incidents racistes, parfois, dans des incidents racistes, bon, on pourra le faire très vite, incidents racistes dans l'Eurostar, où je suis en première classe, et il y a un passager qui arrive et qui me voit. Et qui te dit, madame, levez-vous. Non, il ne demande même pas. Il reste loin et il appelle l'hôtesse en lui disant il faut qu'elle dégage, quoi. Elle est à ma place, elle est à ma place. C'était en quelle année, s'il te plaît? Pas très loin, c'était bien les années 2000, c'était vers 2011 à peu près. C'est pas très loin. Non, en fait. C'est un français ou bien c'est un anglais? C'est un anglais. Un anglais. Et non, j'étais sûre de moi, je savais que c'était ma place, je savais que j'étais à ma place aussi. Et évidemment, il est venu, il était très gêné, il a pas osé parler et tout. Et à ce moment-là, j'ai pensé à Glissant. C'est assez bizarre, c'est comme une épiphanie. J'ai eu ça et j'ai dit merci. Merci à toi. Il était déjà mort, hein. Je lui ai dit merci parce que là, j'ai pas eu peur. Là, j'ai pas eu honte. Là, j'étais bien parce que je savais qui j'étais. Voilà, ça c'est des exemples comme ça. Mais j'ai des petits exemples, des incidents, des trucs anodins. Mais même dans la vie ordinaire, je pense que certains peuvent vous aider, être là avec vous. OK. Jingle, le mot de la femme, le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Il prit fin, il bout, Nathalie. Donc, le mot de la fin, qu'est-ce que tu as envie de dire? Que tu n'as pas des choses que tu voudrais absolument dire, je suis une femme, il faut que je dise ça. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire aux gens de ne pas se contenter, s'ils ont des rêves, de ne pas se limiter. Quoi. Voilà, ne vous limitez pas, n'écoutez pas forcément les conseils qui ne sont pas forcément appropriés des gens qui n'ont même pas réalisé ce que vous auriez aimé réaliser. Allez-y, quoi, foncez. Just do it. Voilà. Tu sais qu'il y a eu tellement de choses comme ça dites sur ce plateau. Oui. Et j'ai l'impression que les femmes se font, tu parlais de moto, beaucoup ont ce moto-là. Bien sûr. Beaucoup. Bien sûr. Voilà, the sky is the limit. Oui, voilà. Comme disaient les Anglais. Exactement. Ton mot de la fin, ce serait quoi? Moi, je pense que, alors, comme j'ai découvert quelque chose de très intéressant dans ce qu'elle fait, Nathalie, je pense qu'il aurait fallu peut-être qu'il y en ait plusieurs comme elle, qui puissent effectivement enlever ce trauma, les charges que nous avons, parce que nous portons des charges depuis des siècles finalement. Et puis on les transmet aux enfants. Voilà, l'épigénétique, on les transmet tout le temps. Et ce serait bien qu'on évacue tout cela, qu'on lave tout cela. Mais à mon il y a avis, healing dans ça. Healing, c'est la guérison. Hein? C'est la guérison. C'est un healing. Oui. Mais moi, je pense que c'est entre vous deux que les choses se passent. Parce que la recherche nous aide à poser sur la table le truc et puis nous regarder. On le lit, on regarde. Ah ouais, machin. Mais c'est l'histoire des personnes super extraordinaires, les héros, les héroïnes. Exactement. C'est leur histoire. Et puis comment je me décharge. Oui, se décharger. Je savais que vous mettre ensemble, c'était la solution. C'était les femmes qui portaient les charges comme ça. Et tu déposes la charge. Merci Dominique, beaucoup, merci Nathalie, merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode de Forme avec ces femmes extraordinaires. Je vous invite à continuer de nous suivre sur Zitata. Et puis moi, je vous retrouve le mardi, Forme, à 20h05. Merci, bye bye, à bientôt. Femme. Femme.